Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à Al Oula. Comme chaque soir, nous nous retrouvons à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Vive soutien et solidarité sans faille du Maroc avec le peuple palestinien suite à la décision du président américain de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël, une décision qui ouvre une nouvelle phase de violence et d'inquiétude dans la région. La violence en milieu scolaire, quelles solutions? Des journées de sensibilisation sont organisées dans les établissements scolaires. Des cellules d'écoute ont été mises en place. C'est le cas au lycée Abdelkrim Khattabi à Rabat. Et puis nous parlerons de la clémentine de Berkane, très appréciée à travers le monde pour sa saveur et sa qualité. L'heure est à la récolte, reportage dans une des stations d'emballage où le fruit est destiné à l'exportation. Réunion ce jeudi du Conseil de gouvernement. Au début des travaux, le chef du gouvernement a rappelé le message que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé au chef de l'exécutif américain Donald Trump en sa qualité de président du comité Al-Quds, message dans lequel le souverain exprime la préoccupation du Royaume du Maroc, l'inquiétude des États et peuples arabes et musulmans après la décision américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Saad el-Din al-Athmani a déploré la décision américaine et affirmé que le Maroc restera toujours un défenseur des droits du peuple palestinien dans sa lutte pour établir son État indépendant avec Al-Quds al-Sharif comme capitale. Le Conseil a approuvé un projet de loi et 3 projets de décret. Les 2 chambres du Parlement tiendront lundi prochain une séance plénière commune en signe de solidarité avec le peuple palestinien suite aux derniers développements dangereux concernant la situation d'Al-Quds al-Sharif. Les présidents des chambres des représentants et des conseillers ont appelé dans un communiqué conjoint les parlementaires à assister à cette séance qui débutera à 18h30 au siège du Parlement. Nous le disions, la décision du président américain Donald Trump de reconnaître officiellement Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade a suscité une vague de condamnation et de réaction au sein de la communauté internationale. Le président palestinien a vigoureusement condamné cette décision. Et puis sachez que de violents affrontements ont eu lieu aujourd'hui à Arza et en Cisjordanie entre Palestiniens et forces d'occupation israéliennes. Saad Nached. Il l'a fait. Donald Trump reconnaît Al-Quds comme capitale d'Israël, une rupture spectaculaire avec ses prédécesseurs. Le 45e président des États-Unis fait la sourde oreille et ignore les vives mises en garde des dirigeants de la région qui redoutent une flambée de violence au Proche-Orient. L'autorité palestinienne avait prévenu par avance que si une telle décision était annoncée, Washington se discréditerait comme intermédiaire impartial de toute entreprise de paix. En prenant cette décision, l'administration américaine a choisi d'ignorer toutes les résolutions et accords internationaux et bilatéraux, de même que l'unanimité faite par les dirigeants du monde, les autorités religieuses et les organisations régionales sur la question d'Al-Quds. Une réprobation mondiale doublée d'un flot de condamnations, le transfert de l'ambassade des États-Unis vers la ville sainte est une violation des décisions du droit international et de la Charte des Nations Unies. Pour les Palestiniens, il n'y a pas d'alternative à la solution à 2 États avec Al-Quds Est comme capitale de la Palestine. Nous rejetons cette décision. C'est une grave violation de la légalité internationale, des résolutions onusiennes et de celles de l'accord de Genève 4. C'est un parti pris flagrant envers Israël. Une nouvelle escalade est à présent redoutée dans la région. Les appels au calme et à la retenue se multiplient. Pour les analystes, la décision de Donald Trump sera lourde de conséquences. Le statut de la ville sainte constitue depuis un demi-siècle l'un des points les plus épineux du conflit israélo-palestinien.
Cette décision va certainement avoir des conséquences néfastes sur la sécurité, sur la paix dans la région. Cette région du Moyen-Orient qui connaît déjà des guerres et aussi des conflits régionaux, je pense que cette région n'a pas besoin de ce genre de décision unilatérale, alors que tout le monde s'attend à ce que ce processus de paix soit enclenché pour avoir une solution politique et juste pour la question palestinienne. Une nouvelle menace qui met donc en péril un processus de paix depuis trop longtemps à l'arrêt, dans une région déjà en ébullition, un processus qui dépend grandement du très controversé statut de la ville sainte. Après la réaction des politiques, nous le disions, les Palestiniens ont exprimé ce jeudi leur colère contre la décision américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer leur ambassade. De violents affrontements ont eu lieu aujourd'hui à Arza et en Cisjordanie entre Palestiniens et forces d'occupation israéliennes. Une grève générale était largement suivie en Cisjordanie et à Al-Quds Est cette journée. Souad Anachat. La Cisjordanie et la bande de Gaza s'embrasent. Un face-à-face dangereux entre une population palestinienne en colère et des forces d'occupation n'hésitant pas à faire usage de leurs armes, arrosant les manifestants de projectiles, de balles en caoutchouc et de bombes lacrymogènes. Marches, meetings et autres rassemblements sont violemment réprimés. Aucune expression de colère n'est tolérée. Les premiers blessés palestiniens sont évacués par des ambulances, toutes sirènes hurlantes. Craignant tout débordement, l'armée d'occupation annonce le déploiement de bataillons supplémentaires en Cisjordanie, ce qui représente plusieurs centaines de soldats. 3 jours de rage sont décrétés. Le mouvement Hamas a appelé une nouvelle intifada contre la décision de l'administration américaine sur Al-Quds. Demain sera une journée de colère et le début d'un large mouvement populaire que je nommerai l'intifada, celle de la libération d'Al-Quds et de la Cisjordanie occupée. Inadmissible, inacceptable, les Palestiniens s'insurgent et rejettent ce qu'ils appellent la politique du fait accompli. Ils se disent par ailleurs déterminés à lutter pour que la légalité et la légitimité triomphent en faveur d'un État palestinien avec Al-Quds pour capitale. C'est inacceptable, Al-Quds est la capitale éternelle de l'État de Palestine. Nous rejetons avec force le diktat et les provocations de l'administration américaine. Tous les territoires palestiniens doivent être libérés du joug de la colonisation et de l'occupation. Alors que la communauté internationale réprouve et s'indigne, les regards sont d'ores et déjà tournés vers demain vendredi, jour de prière sur l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, où une possible interdiction de la prière par les autorités d'occupation pourrait donner lieu à un déchaînement de violence. On reste dans la région en visite au Qatar. Le président français Emmanuel Macron décroche une moisson de contrats en présence de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Une série de contrats d'armement et industriels ont été signés pour plus de 11 milliards d'euros. Ils concernent l'achat de 12 avions de combat Rafale avec option pour 36 autres, 50 Airbus A321 avec option de 30 autres. Ajoutez à cela l'exploitation du métro de Doha et du tramway, 3 milliards d'euros et une lettre d'intention pour l'achat de 490 véhicules blindés. Le rétablissement de la stabilité dans le Golfe est pour nous. La Syrie totalement libérée du groupe terroriste autoproclamé État islamique. La mission de l'armée russe en Syrie est accomplie. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère russe de la Défense. Lancé en 2015, l'intervention militaire russe a changé la donne en permettant à l'armée syrienne de ravir au groupe terroriste la cité antique de Palmyre et chasser les rebelles de leur bastion d'Alep dans le nord. Sur un autre plan, l'opposition syrienne connaît des pressions de ses alliés pour qu'elle gèle sa demande de démission du président Bachar al-Assad.
Et puis au Yémen, les forces pro-gouvernementales yéménites ont repris aux rebelles une ville sur la mer Rouge. Il s'agit de la ville portuaire de Khoukha que ces derniers avaient pris en janvier dernier. Mais les rebelles Houthis ont renforcé leur emprise sur la capitale Sanaa où ils poursuivent des opérations de ratissage contre les adversaires. L'organisation Human Rights Watch s'inquiète de pratiques abusives commises ces derniers jours par les rebelles Houthis. Le CICR donne un bilan de 230 morts et 400 blessés en quelques jours, juste après l'assassinat de l'ex-président Ali Abdullah Saleh. C'est le sauve-qui-peut en Californie en raison des nombreux incendies qui ravagent depuis quelques jours la région. Les flammes ont atteint Los Angeles et ses luxueux quartiers de Bel Air et ses villas. Plus de 200 000 personnes ont déjà fui leur maison ce jeudi. L'alerte maximale a été lancée pour la première fois en raison des vents qui atteignent les 130 km/h. Nous vivons des journées qui nous brisent le cœur, a déclaré le maire de Los Angeles. Dans le comté de Ventura, 50 000 personnes ont reçu l'ordre de quitter leur domicile. L'incendie Thomas menace quelques 12 000 bâtiments. Après en avoir déjà calciné 150, 32 000 hectares ont été avalés par les flammes. Retour chez nous, 265 millions de dollars, c'est le montant accordé par la BAD, la Banque africaine de développement au Maroc, un montant destiné au projet Noor Middle phase A et qui bénéficiera à quelques 2 millions de personnes. Écoutons la représentante résidente de la BAD au Maroc. Notre contribution à l'appui et à l'accompagnement du gouvernement marocain pour réaliser et mettre en œuvre cette stratégie est stratégique et historique puisque nous avons aussi financé Nour 1, nous sommes sur Nour 2 et Nour 3 qui seront inaugurés en 2018 et c'est une stratégie d'accompagnement de long terme. Ce projet aussi va permettre l'intégration industrielle et nous nous sommes mis d'accord avec Mazen que l'intégration et le local content, le contenu local sera de 35%, ce qui signifie que les entreprises locales vont bénéficier aussi de ce projet-là. La violence en milieu scolaire, quelle réponse et quelle solution le gouvernement annonce? Rappelons-le qu'une loi cadre est en phase d'élaboration. Elle est prévue pour 2018 et pour parer au plus urgent, des journées de sensibilisation et de prévention sont organisées dans les établissements scolaires. Des cellules d'écoute sont également mises en place à la disposition des élèves. C'est le cas au lycée Abdelkrim Khattabi à Rabat. Reportage Hanan Arsalan, Nissil Hamdaoui. La violence, un phénomène de plus en plus présent dans les établissements scolaires. Il vient exprimer un malaise et une rupture de dialogue. Le lycée Abdelkrim Khattabi à Rabat a fait le choix de prendre les devants en libérant la parole. Des cellules d'écoute ont été mises sur pied à cet effet et ils sont chapeautés par des psychologues. Ce dispositif semble avoir apaisé les esprits des élèves qui ont trouvé ici une oreille attentive à leurs ennuis. كنتقاسموا مع المشاكل ديالنا وداكشي كينعكس ايجابيا على الشخصيه ديال التلميذ. Nous disposons au sein de notre lycée d'une cellule d'écoute où nous avons affaire à un psychologue qui écoute nos problèmes, qu'ils soient psychologiques ou familiaux. Ce spécialiste nous aide à faire face à tous nos ennuis. Il existe aujourd'hui différents genres de violences, des violences entre élèves et entre ces derniers et leurs enseignants. Mais il y a aussi un autre problème qui peut être à l'origine de cette violence qui n'est autre que celui de l'addiction. Les jeunes souffrant d'addiction doivent être transférés à des centres d'addictologie. Les temps ont changé. Repenser les rapports élèves-corps éducatif est une nécessité. Cela passe par le dialogue et par la sensibilisation au respect du milieu scolaire. Il faudrait développer chez les jeunes le sentiment d'appartenance à leur établissement scolaire. Tant qu'ils seront animés par le souci de préserver ce milieu, la violence régressera avec le temps. Mais si nos jeunes se sentent étrangers à cet espace-là, la violence s'y installera davantage.
La faute que nous commettons est que nous employons les anciennes méthodes pédagogiques des années 70 avec des élèves d'aujourd'hui. Les choses ont changé. Le rôle de l'enseignant doit évoluer. Aujourd'hui, l'enseignant est appelé à devenir coach ou aide sociale. La lutte contre la violence dans le milieu scolaire requiert une approche holistique, intégrant l'ensemble des aspects de cette question, notamment éducatif, sécuritaire et social. Signature d'une convention entre l'Université Mohammed VI des sciences de la santé et l'Académie d'ingénierie de Chine. Objectif, promouvoir la recherche scientifique dans le domaine médical entre Rabat et Pékin. Il s'agit également de déclencher une réflexion conjointe en matière de politique de la santé. Sarah Katir. La signature de cette convention de coopération entre l'Université Mohammed VI des sciences de la santé et l'Académie d'ingénierie de Chine vise à promouvoir la coopération dans le domaine des sciences médicales entre les deux pays. Il s'agit de promouvoir et faciliter la coopération entre les spécialistes des disciplines médicales et de la recherche scientifique au Maroc et en Chine. L'objectif de cet accord de partenariat est bien évidemment de développer la recherche en sciences médicales donc dans notre université, dans notre environnement, un écosystème donc de santé et de services médicaux. Mais également, c'est de travailler avec l'Académie d'ingénierie de Chine pour donc le développement de réflexions et d'études dans le domaine de politique de santé. Cet accord est un des résultats de la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Chine. Il s'agit de promouvoir et de concrétiser le partenariat stratégique entre le Maroc et la Chine. Et cette convention donnera lieu à une coopération académique entre nos deux universités. La coopération et les relations futures entre les deux parties pourront prendre forme de séminaires, ateliers, réunions conjointes, de visites d'études et d'échanges académiques ou d'échanges réciproques d'informations et de publications scientifiques. Elle est labellisée IGP, l'indication géographique protégée, fruit de notoriété d'ailleurs internationale. Il s'agit de la clémentine de Berken, très appréciée à travers le monde pour sa saveur et sa qualité. Une production destinée à l'export, notamment en Europe et vers la Russie. Reportage dans une des fermes de production de la région et dans une des stations d'emballage pour l'exportation. Rachid Latabli, Zakaria Moqimbillah. Dans cette ferme de clémentine, la récolte a déjà commencé. Les agriculteurs s'activent à cueillir ce fruit. La clémentine représente une part importante des exportations d'agrumes. Grâce au travail et à l'entretien de la récolte, je m'attends à une production satisfaisante. L'objectif est d'avoir une bonne qualité de clémentine pour pouvoir l'exporter. Cette année, la production d'agrumes devrait atteindre 270 000 tonnes. Ces variétés sont cultivées sur une superficie de 20 000 hectares, dont 66% pour les petits fruits. Et cela est le fruit du programme agricole régional. Avec 20 stations d'emballement au niveau de la province, les producteurs disposent de fruits calibrés, triés et valorisés. Ils peuvent ainsi obtenir des prix avantageux pour leurs produits, orientés pour la plupart vers l'exportation. On s'attend à une baisse de la production de 10 à 15% par rapport à l'année dernière, à cause du déficit pluviométrique et des difficultés d'irrigation. Mais le produit est de bonne qualité. Nous exportons vers les pays d'Europe, la Hollande, la France, la Belgique et aussi vers la Russie et Dubaï. Nous produisons entre 3 000 et 4 000 tonnes par campagne agricole. Cette année encore, la production devrait être positive, malgré des conditions climatiques marquées par la rareté des précipitations. Le secteur des clémentines représente entre 85 et 95% des exportations de la province. Page picturale pour clore notre édition. 5 artistes peintres réunis dans une exposition baptisée Fenêtres ouvertes qui prend place à l'Institut Juan de la Cierva et c'est à Tétouan. Une belle invitation à explorer l'univers artistique de chaque artiste. Je vous laisse regarder.
Voilà, c'est la fin de notre édition d'information. Le retour de l'info sur Loul à 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablou. À bientôt.